Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans Carré d'Art. Aujourd'hui, nous consacrons cette émission à la littérature et à l'édition. 20 ans se sont déjà écoulés depuis la création d'une jeune maison d'édition, Barzakh en l'occurrence. Une maison d'édition créée par un tandem rêveur. Et oui, ils ont été jusqu'au bout de leurs rêves. Il s'agit de Selma Hellel et de Sofiane Hadjedj qui, depuis, ont poussé leur concept jusqu'à avoir une aura à travers l'Afrique, bien au-delà, donc dans le monde arabe, dans la Méditerranée et puis même en Europe et plus loin encore. Donc Barzakh célèbre ses 20 ans avec nous dans Carré d'Art aujourd'hui, donc Selma Hellel pour en parler, pour raconter cette belle aventure humaine. Bonsoir, merci. Bonjour plutôt, merci. Bienvenue. Bienvenue Selma. Merci à vous. Merci de venir célébrer donc les 20 ans de Barzakh avec nous. Maintenant, c'est à moi de vous remercier parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec avec la pandémie et le contexte extrêmement pesant, Mossad qui pèse sur nous tous, très anxiogène, tout a été un peu mis entre parenthèses. On avait, avec Sofiane Hadjedj, mon compagnon, on avait prévu de célébrer ces 20 ans en bonne et due forme et de manière assez visible. Et puis tout a été mis un peu sous le boisseau. Donc merci, parce qu'en fait c'est l'occasion comme ça d'ouvrir une petite brèche, de faire clignoter nos piottes et de dire qu'en effet il y a bel et bien, avant la clôture de l'année, il y a bel et bien la possibilité... Une date anniversaire, à mettre en avant quand même. Selma Hellel, vous n'êtes pas venue seule aujourd'hui. Vous êtes accompagnée de Aden Meddi, un des premiers auteurs à avoir cru au rêve Barzakh et avoir mis entre les mains, confié à ce tandem rêveur, un premier ouvrage que nous avons avec nous. Mais aujourd'hui, Aden Meddi nous vient avec un autre genre, ou plutôt un autre ouvrage. Il s'agit d'un ouvrage très évocateur, 1994, en l'occurrence, lui qui est journaliste et écrivain, donc l'aventure a commencé avec cette petite maison d'édition et elle se poursuit avec vraiment des succès dont on parlera dans un instant, puisque l'une des consécrations marquantes de son ouvrage a été le prix Transfuge du meilleur polar francophone en 2018. Nous y reviendrons dans un moment. Le temps de dire bienvenue quand même à Aden Meddi. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous, Aden Meddi. Donc vous êtes dans Carré d'Art, vous êtes aussi notre témoin par rapport à un genre littéraire qui n'est pas toujours très présent dans l'univers littéraire algérien. Il s'agit du roman policier. Vous êtes parmi les pionniers de ce genre, n'est-ce pas, Aden? Un pionnier, j'oserais pas dire ça. Parce qu'on en parlait je ne dis pas le pionnier, mais parmi. De l'historique de ce genre qui remonte quand même jusqu'aux années 70. Et c'est un genre aussi qui s'impose dans certaines situations de tension dans nos pays. Et voilà, donc je suis un peu dans ce qu'on appelle plutôt le roman noir que le roman policier à proprement parler. Voilà. Donc en tout cas, en parlant de roman policier, un second écrivain est parmi nous aujourd'hui. Il vient d'être justement d'être gratifié d'un prix qui concerne aussi le roman policier. Il s'agit d'un prix décerné par la journée de la littérature francophone tout récemment. Donc vous êtes lauréat de ce prix. Oui, bonjour. Et j'ai nommé là, bien sûr, Zoubir Zerarga, bienvenue. Merci à vous. Effectivement, j'étais lauréat du prix de la journée du manuscrit francophone à Paris le 24 octobre dernier. Donc, c'était mon premier roman dans ce genre de la littérature. Donc, je peux dire que mon travail a été reconnu, donc j'en tire quand même fierté. Une fierté. Donc, nous tenions aussi à ce que le téléspectateur découvre à travers vous cet ouvrage et à travers votre présence, bien sûr, l'ouvrage qui est intitulé Meurtre scientifique. Et Selma Hellel nous parlait de cette pandémie. Vous en êtes inspiré pour justement mettre à la disposition du lectorat. Nous étions en pleine période de confinement. Donc, j'avais le temps pour écrire. Donc, et justement,
dès l'apparition de la pandémie et les polémiques autour de ses origines, je me suis posé la question sur le pouvoir réel de la science. Et en même temps, j'ai fait le parallèle avec le roman de Jacques Attali, édité en 2018, qui porte le titre évocateur Meurtre en toute intelligence. Donc, il parle justement de l'intelligence artificielle sur la possibilité de commettre des meurtres de façon parfaite. Parfaite, ouais, voilà. Exact. On va raconter tout cela dans un moment. On revient sur l'anniversaire, justement cette date anniversaire, Barzakh. Est-ce que vous vous rappelez, Selma Hallel, de ces premières discussions, vous qui étiez étudiante en France avec Sofiane Hadjed, vous rêviez déjà, vous étiez de fervents lecteurs. Voilà, la littérature algérienne, vous l'avez vraiment amplement parcouru pendant vos études. Voilà, c'est respectivement dans nos études, lui d'architecture, moi de sciences politiques, mais à l'étranger, on était en France pour faire cours, et donc du coup c'est vrai, oui, alors j'écoutais avec tendresse, hein, le mot que vous avez utilisé, ce tandem rêveur, oui, on était rêveurs à l'époque, et beaucoup disent qu'on était courageux, mais je pense que c'était plutôt une forme d'inconscience, de vrai romantisme. On était traversé par un désir un peu confus comme ça, de tenter quelque chose dans notre pays que nous avions laissé pour poursuivre nos études supérieures à l'étranger. Il faut rappeler que c'était les années 2000. Les années 2000, voilà. C'était juste après une période très difficile traversée par l'Algérie. Fin des années 90. Fin des années 90, de cette décennie qu'on appelle noire, aussi noire que le roman dont on parlera tout à l'heure. Oui, 1994. Donc, oui, il est vraiment dans ce contexte-là. Et donc, vous arrivez, vous revenez, pendant que beaucoup d'Algériens recherchent cet exil, essayent de fuir la douleur et la souffrance vécue en Algérie. Vous vous réinstallez en Algérie, tous les deux, et un peu comme au Liban, c'est-à-dire une oui. espèce de soif de vie après justement le traumatisme, de bouillonnement dans la création, et pas simplement la création littéraire, dans les arts plastiques, dans la photographie. Et donc on arrive à ce moment-là et on se dit, on a cette intuition, on va capter des voix, aussi bien en langue française qu'en langue arabe. Sofiane était peut-être bien plus que moi il était plus vraiment à l'aise avec la langue arabe. Avec la langue arabe, et vraiment sismographe. Enfin, il y avait quelque chose où il sentait. Il créait avec Abdelrahman Jelfaoui à l'époque la revue Parking Nomade aussi, qui est un avant-goût en fait aussi qui rendait compte déjà de la diversité des voix. Et puis donc dans le spectre, c'est de Bachir Mufti à Mustapha Ben Fodil en passant par Younil. On a écrit récemment un article avec Sofiane Habib Ayoub dans Liberté, où on évoque tous ces débuts extrêmement maladroits, parce que nos livres à l'époque étaient très très mal imprimés. Il y avait Ares Mellal aussi, maintenant ils peuvent venir, Youssef Zirem. Et bon, voilà, ce sont des souvenirs assez exaltants. Vous dites que c'était mal imprimé, mais je fais partie de cette génération qui a découvert ces premiers ouvrages de Balzac et qui avait quand même une empreinte, une pointe de fraîcheur, je dirais, de sobriété. Que voilà, c'était très très sobre comme édition, comment dire, voilà, quand on prenait un livre Balzac, il se démarquait déjà. On n'était pas dans la brillance, on était dans une impression très très soft et très, je dirais. Bon, je suis contente que vous ayez gardé la mémoire de cette singularité qui s'imposait déjà malgré les ouvrages très mal imprimés à l'imprimerie Révolution africaine. Je me souviens des pages, vous ouvriez le livre, les pages. Ils se détachaient. Mais oui, il y avait probablement déjà le désir de se distinguer. Il faut quand même rendre justice à ceux qui avaient déjà, en dehors de l'édition publique, parce que c'était ça, hein, il y avait l'édition publique, à ceux qui avaient déjà posé les jalons des canons esthétiques. Je veux absolument rendre hommage aux éditions Marsa, Algérie Littérature Action quand même, et Bouchen, et la Fomique avant, qui avait déjà posé des jalons. Donc on n'arrive pas quand même dans un terrain vierge, c'est pas terrain incognita. Peut-être que oui, et on dit souvent avec Sofiane qu'on a aussi bénéficié d'un contexte
où nous sommes arrivés un peu, on est présentés comme des pionniers, mais pas tant que ça. Oui. Finalement, on avait été précédés à un contexte propice. Le réalisateur a tenu à montrer l'une de vos premières éditions, qui est toujours intacte. Ça, c'est les pages sont sur place. Ça, c'est 2002. C'est un des livres de Aden Mehdi, ici c'est le présent, premier, c'est le premier, oui, c'est son premier. avec l'ambition déjà à l'époque de créer une collection qui s'appelait l'Agrab. Oui. Bon, alors elle a été assez éphémère, mais l'Agrab, qui était l'idée, en effet, de pouvoir, comme inspirer du poulpe, de la légendaire collection en France. Et l'idée, c'était de mettre en scène un détective animé d'un désir de justice. On voit le scorpion, justement, qui est juste au bas de la page. Et c'est vrai que, c'était parti avec un noyau jeune. Vous avez, quand même, vous parliez d'audace et d'inconscience. C'était plus de l'audace, moi, je trouve. Et j'estime que vous avez eu l'audace d'aller vers des auteurs très jeunes, qui n'étaient pas très connus. Donc c'était quand même un défi, quelque part, d'aller vers des auteurs qui n'étaient pas connus et de les mettre en avant. Voilà, pendant que d'autres cherchaient peut-être des personnalités de renom pour s'affirmer voilà. Oui, puisque l'idée c'était aussi de pouvoir, alors que dans les années 90, toute la littérature algérienne, en gros, avait été relayée depuis... Pour faire court, depuis le Moyen-Orient pour la langue arabe, depuis Beyrouth et le Caire pour la langue arabe et Paris pour la langue française, l'idée c'était effectivement de se recentrer, de pouvoir faire en sorte que l'Algérie redevienne le point d'émission d'une littérature singulière, native, et qu'on revienne au processus logique qui était on est d'abord révélé dans son propre pays et ensuite, deuxième étape, on est relayé de par le monde, au-delà des frontières. Donc l'idée c'était ça, mais vous dites jeunes auteurs, oui, mais en parallèle très vite nous avons pris conscience qu'il était nécessaire de pouvoir se réapproprier cette littérature algérienne consacrée, celle de Mohamed Dib, celle d'Assia Djebar, entre autres, et de consacrer à l'étranger, éditer à l'étranger, puisque pour des raisons historiques et tout à fait compréhensible, ces auteurs-là avaient été édités en France. Oui. Je parle d'Assia Djebar, de Kateb Yassine, de Mohamed Dib, de Pharaon et tout. Et l'idée, c'était de dire, ok, maintenant, essayons aussi de nous réapproprier ce patrimoine littéraire et de le proposer dans une édition algérienne à des prix accessibles et voilà, donc il y avait ça. Et il y avait aussi le désir de rendre, de proposer une édition algérienne d'auteurs plus contemporains comme Amin Zawi, Boudjedra, Abdelkader Djam'i, qui avaient de générations postérieures, qui avaient, là encore pour des raisons historiques et bien compréhensibles, été révélés en France, et que nous souhaitions restituer en quelque sorte au public algérien dans une édition locale et nécessairement, mécaniquement, à un prix beaucoup plus accessible, puisque c'était une production nationale. Vous êtes venu avec vraiment les derniers ouvrages de l'édition Barzar, des éditions Barzar. Vous parliez de Mohamed Dib, je voulais mettre en valeur cet ouvrage en particulier, puisque nous célébrons le centenaire de Mohamed Dib cette année. De sa naissance. Et que vous avez donc, qu'est-ce que vous avez proposé au lectorat pour ce 20e anniversaire de Barzar? Merci de me donner l'occasion de parler de ce livre. On en parlait encore avec Adlène ce matin, qui est cher à notre cœur. Et pour faire court, c'est de la réédition augmentée, enrichie d'un ouvrage qui est apparu en 93, Mohamed Dib, Tlemcen ou les lieux de l'écriture, ouvrage qui joint des photos de Mohamed Dib prises en 1946 alors qu'il n'a que 26 ans, qu'il commence à peine à écrire, avec des photos en noir et blanc, donc en 1946, des photos de ses proches, de son entourage familial, mais aussi de son quartier, des photos de Tlemcen, du Meshwar par exemple, des mausolées, prises dans une espèce d'innocence, mais avec un œil extrêmement accusé déjà, pas du tout, comme le rappelait Sofiane Hadjadj l'autre jour, pas du tout dans une démarche idéologique où il s'agit de dénoncer quoi que ce soit, c'est juste une prise du réel. En cela, c'est bouleversant, parce que ce sont des photos qui sur le plan esthétique, sont juste incroyables,
et sur le plan documentaire ont une valeur inestimable. Et nous pensons, jusqu'à preuve du contraire, nous pensons que c'est peut-être l'un des premiers ou seuls témoignages photographiques prises par un autochtone des siens. Jusque-là, les photos prises des indigènes, c'était des colons, des militaires, ou c'était des photos de studio. Mais là, un autochtone qui prend les siens de manière aussi profane en quelque sorte et si peu idéologisée, je crois que c'est une première. Et donc vous avez ces photos-là prises en 1946 avec des textes de Mohammed Dib écrits en 1993. Donc avec le recul, et où il va expliquer de manière absolument bouleversante dans ce style qui est le sien et qui est proprement unique, où il va expliquer en quoi ces photos sont en gros la topographie de son inspiration. C'est qu'il ne le savait pas lui-même, mais à l'époque déjà, à 26 ans, quand il prend ces photos, en gros, il fixe le gisement de ce qui sera son écriture de toujours, enfin là où il puisera son inspiration pour toujours, même si ensuite il s'en écarte en écrivant la trilogie nordique par exemple, mais c'est là. Et c'est voilà. Moi, il aurait été très heureux, lui qui avait été photographe de presse. Il aurait été certainement heureux de voir un ouvrage de la. Eh bien, vous me l'apprenez qu'il était photographe de presse. Il a été photographe, il a été journaliste, il a été également. Je savais qu'il était journaliste, enfin qu'il avait là, mais photographe de presse. Photographe, donc du coup ça explique. Et même artiste peintre. Et je savais aussi qu'il s'était intéressé au tissage, au tapis. Voilà, il s'intéressait au tapis, il dessinait justement pour de la tapisserie, mais il a aussi à son actif quelques œuvres qui devaient être exposées cette année, mais faute de pandémie. Donc encore un événement qui est ajourné, qui a avorté, comme vous le dites, et qu'on verra peut-être lors du 100 ans plus 1, je dirais peut-être l'année prochaine, avec tout ce qui a été programmé, pourra peut-être voir le jour, et votre ouvrage va s'insérer dans cet ensemble qui est consacré à cette personnalité incontournable de la littérature algérienne. En tout cas, bravo. Merci, bravo. Merci, voilà. Je suis heureuse et j'engage les gens. Voilà, Barzakh, c'est plus de 150 titres, n'est-ce pas? Et je n'ai pas le chiffre par rapport aux auteurs, ils sont très nombreux, et ils viennent d'Afrique, ils viennent d'Europe, ils viennent du monde arabe, c'est quand même une aura qui dépasse nos frontières, et c'est extraordinaire. Vous avez aussi été très très stratège dans votre démarche dans Barzakh, puisque vous avez opté pour des partenariats solides, et des partenariats qui vous ont permis aussi de vous asseoir dans la cour des grands. Peut-être qu'effectivement, je me dis que ça peut assurer une transition naturelle vers Adlan Meddi, et peut-être que la trajectoire de Adlan peut à elle seule incarne un peu effectivement cette stratégie, en fait cette modification de notre stratégie au gré de notre expérience. Vous avez en effet un auteur inconnu, un jeune auteur inconnu qui publie Le Casse-tête turc en 2002 et avec lequel nous allons cheminer, qui va ensuite publier un ouvrage qui s'appelle La prière du mort. Et à un moment donné, alors qu'en effet Barzakh commence à avoir un peu plus d'amplitude et être un peu connu au-delà des frontières algériennes, à un moment donné, lorsque Adlan Meddi publie son roman en 1994, quelque chose nous fait penser qu'il a là une proposition qui, évidemment, va intéresser les Algériens, mais peut parler au monde. Et je le dis ça peut paraître un peu prétentieux, mais pas du tout. C'est de l'ordre de l'ambition saine, c'est-à-dire que nous sommes convaincus désormais que ce que nous proposons, la littérature que nos auteurs écrivent, peut parler au monde. Et donc, nous avons suffisamment désormais d'interlocuteurs étrangers, notamment en France, pour pouvoir dans des tête-à-tête en aparté, pour pouvoir dire voilà, moi je pense que ce roman pourrait t'intéresser et donc c'est ce qui s'est passé avec Rivage Noir. Alors, même si c'est eux qui ont entendu parler du livre et nous ont approchés, en fait. Donc, une année plus tard, 1994, est paru avec un éditeur étranger. Et pas des moindres, puisque quand même Rivage Noir est en effet considéré comme l'un des éditeurs du roman noir de référence. Et voilà, donc,
Avec une belle citation de Kamel Daoud qu'on va peut-être lire, l'un des journalistes et auteurs algériens les plus observateurs de ma génération. J'ai retrouvé ma génération aussi à travers vous, Adlan Mehdi. Je vous assure, à la lecture de ce livre, on entre de plein pied dans ces années difficiles vécues par les Algériens. Une génération sacrifiée, une génération justement dont vous parlez, puisque vous donnez la parole à de jeunes lycéens d'El Harrach, votre quartier. Voilà. N'est-ce pas? Oui, pour parler de 1994, c'est d'abord pour commencer par une négation, parce que j'en parlais beaucoup avec Sofiane Hadjadj, mon éditeur, et on parlera après du travail très important d'accompagnement de l'éditeur avec l'auteur, parce que c'est un cheminement, comme rappelait Selma, depuis 2000, le début des années 2000. Ce roman, au début, je le pensais comme une sorte de thérapie par rapport aux années 90, et Sofiane Hadjadj m'a expliqué que la littérature, elle ne sert pas de thérapie. La littérature, c'est la littérature. Et au tout début du projet, quand je l'ai commencé, la même idée m'a accompagné, c'était d'essayer d'approcher ces années-là, les années 90, qui sont tellement surchargées de récits historiques, d'idéologie, de représentation, essayer de les approcher à hauteur d'homme, et même pas à hauteur d'homme, à hauteur de jeunes, de jeunes lycéens, pour essayer de capter ce qui était de l'ordre de l'humain et de l'inhumain, de ce qui s'est déroulé pendant ces années-là, et ce que la violence ou la guerre, comment elle touche intimement les gens, quels sont ces dégâts à l'intérieur même de l'âme humaine, pour dire un peu les choses ainsi. Et donc je suis parti d'un terroir, qui est le Harrach, qui est mon quartier, et d'une histoire un peu personnelle, pas personnelle. Bon, après, les questions de subjectivité sont toujours compliquées dans ce genre de récit, mais je voulais vraiment essayer de raconter, essayer de mettre la littérature à l'épreuve de la douleur. Et c'est cet aller-retour entre la douleur et les mots qui sont un cadeau extraordinaire, parce que les mots nous permettent aussi d'aller dans des territoires intimes qu'on s'interdit nous-mêmes, parce que c'est des traumas dans lesquels on s'est beaucoup et c'est vrai, éloigné. vous parlez de trauma, bon, le téléspectateur va peut-être se poser des questions, on va essayer de lui donner quelques codes et quelques indices. Vous parlez dans 1994 de cette période difficile, mais vous survolez deux traumatismes en fait. Vous menez en parallèle le lecteur vers deux époques différentes et deux traumatismes très profonds. Celui de la guerre d'Algérie, donc la guerre de libération, à travers les pères de ces jeunes lycéens, mais aussi cette période en particulier vécue dans la douleur et la souffrance, dans le sang et dans justement la douleur, je le disais, et vous le faites de cette manière. Bien sûr, lorsqu'on est algérien et qu'on lit ce livre, personnellement, je me suis posé la question, je dis, est-ce que Selma Hellel disait que c'est un livre qui était maintenant accessible, peut-être, voilà, qui va susciter l'intérêt d'un lectorat étranger. Ce fut le cas. Il a été très bien perçu, mais un Algérien peut-il le lire comme un polar, vraiment? Alors, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, reproche m'a été fait il y a quelques années, enfin il y a quelques mois après la sortie du livre, parce que chez nous, on surcharge un peu la littérature. On demande aux auteurs de tout faire, d'être historien, d'être anthropologue, d'être sociologue, d'être sexologue, d'être théologien, etc. Ça, c'est pas possible. La littérature est là, elle a son travail sur l'imaginaire et sur le subjectif humain, sur ce qui nous fait rêver, sur ce qui nous fait peur. Donc c'est vrai que parfois on est un peu surchargé par le discours politique et historique autour de ces années-là, surtout qui sont surchargés d'enjeux politiques jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est clair. Mais ce qui a touché par exemple un lectorat étranger, pour revenir à la question, ce qui fait la différenciation, c'est qu'aussi il y a des thèmes universels qui sont touchés, qui est celui de la violence. Oui. De la légitimisation de la violence. Quels sont les mécanismes qui permettent à légitimer une violence, une contre-violence d'État, etc. Qu'est-ce qu'on fait de la douleur qui est restée et comment traiter
avec les héritages de la violence aussi. Parce que tous, on hérite des traumas que nos parents, que nos arrière-grands-parents, ou même de plus loin. Les récits continuent dans les familles de la Première Guerre et de la Seconde. Bien sûr, et même les traumatismes qu'on n'a pas vécu présentiellement, comme pour dire un mot à la mode, ce siècle-là. Il y a des guerres, il y a des traumatismes, il y a des catastrophes naturelles qui remontent peut-être à des milliers d'années, mais on a la trace quand même. Le métabolisme humain quand même est construit à faire face toujours aux problèmes de la chasse et du fauve qui attaque quand on était dans les cavernes. On a gardé aussi dans notre ADN cette même prédisposition à la peur et à la défense. Donc il y a quelque chose qui reste. Et qu'est-ce qu'on fait de ce qui reste en nous? Est-ce que c'est pour cumuler la peur ou pour aller au-delà? Donc c'est ce genre de considération qui a touché un lectorat étranger. Dernier point, les années 90, quand même, cette histoire contemporaine de l'Algérie, c'est quand même un grand trou dans le récit, on va dire occidental ou ailleurs sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé ici. Et même au Liban, quand le livre a été présenté par un grand journal libanais, l'Akhbar, j'ai eu des échos d'amis auteurs ou journalistes libanais qui étaient très intéressés par l'idée parce que ça leur parle à eux aussi. Ça leur rappelle la guerre civile du Liban. Et la sortie de la guerre, qui est encore plus compliquée. Voilà, vous parlez justement, vous mettez en avant des jeunes c'est la sortie de la guerre parce qu'ils vont grandir, ils vont avancer dans la vie avec ces traumatismes, avec ces souvenirs. Et justement, vous mettez en action 4 jeunes, Amin Sidi Ali, Farouk et Naoufel, qui décident de former un groupe clandestin de lutte antiterroriste, tout jeunes qu'ils étaient. Donc il y avait et c'était quelque part une manière peut-être de dénoncer aussi ce silence, cette chape de plomb qui régnait autour d'eux parce qu'ils n'avaient pas réponse à leurs questions. Donc ils ont essayé de répondre à leur manière. J'essaye de dire cela, de placer cela comme ça. Oui, mais dénoncer, non, parce que c'est un mot que la littérature n'aime pas trop. Oui. Mais vous avez raison, c'est une réaction. Ils réagissent à toute cette violence qui explose de partout, qui est matérielle, mais qui est aussi symbolique, qui est représentée par leur père, qui est représentée par l'impossibilité du futur, parce que justement, tout le paradoxe est là. C'est des jeunes, comme on dit en arabe, jayin l'ad-dunya, et à ce moment-là, l'ad-dunya leur explose à la figure. Donc c'est dans cette tension-là qu'ils essaient de trouver des réponses. Une des réponses, c'est fuir, c'est s'engager, c'est être indifférent aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai essayé d'explorer ces trois manières de réagir face à la violence qui finalement reste. Et la question la plus importante, c'est pas la question de la violence elle-même, parce qu'elle existe et elle existera toujours, mais qu'est-ce qu'on en fait pendant et après? Absolument. Et c'est ça la question qui est posée aussi par 1994, parce qu'elle m'est posée à moi, en tant qu'Algérien né en 1975, en tant que père d'une fille. Oui, vous aviez 20 ans, vous aviez à peine 20 ans en 1994. Oui, un peu moins jeune, un peu moins jeune. Oui. Et voilà, donc c'est des questions qui sont posées à ma génération, qui était entre parenthèses, entre plusieurs guerres. On est les héritiers de la guerre de libération, par le récit familial, par les histoires. Et on est face à une guerre qui arrive. Et donc, dans cette parenthèse-là, il y a aussi cette guerre intérieure de vivre son cheminement initiatique vers l'amour, vers l'amitié, vers le vivre ensemble, vers ces choses-là qui construisent un être humain. Et c'est un roman aussi sur la difficulté ou l'échec de l'amour, comme dirait Bachir Mufti. Il a fait des textes extraordinaires sur l'amour et l'échec de l'amour pendant ces années-là et même après, mais aussi sur l'amitié qui est très importante. Après, pendant l'écriture du livre, j'avais rencontré d'autres témoins qui avaient vécu cette période, notamment des ex-amis du lycée, et l'un d'eux m'a dit: est-ce que tu sais comment on s'en est sorti? Alors moi je disais: on s'en est sorti parce qu'on a été au bon moment, au bon endroit, on a évité cette embuscade, on a évité cet attentat. Il me dit: non, on s'en est sorti parce qu'on était ensemble. Parce qu'on prenait les nouvelles des uns et des autres. Ça veut dire qu'on a réussi à garder ce petit fil d'humanité alors que la bête était autour de nous. Et c'est ça, cette petite bribe d'humanité, le fait que les gens puissent
rester ensemble, même face à une guerre aussi, aussi intime, parce qu'elle était dans les quartiers, dans les villes, etc. C'est ça aussi qui est important et qui nous fait surélever par rapport à cette même violence. Oui, un mot de l'éditrice? Non, j'écoute. En fait, je suis assez émue parce que je me dis que, alors que le livre est sorti il y a quelques années déjà et que 2017, 2018. Voilà, et je trouve que Adlane, en fait, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu parler de son livre, du coup, j'ai l'impression d'être dans une quasi-virginité et je l'écoute avec beaucoup d'intérêt et je trouve qu'il a des mots extrêmement justes. Et je trouve aussi que la question du roman noir, en fait, il s'est emparé de cette question de la décennie, des dégâts, de la violence. Il s'en est emparé par le biais du genre noir, qui, selon nous, est vraiment l'un des genres les plus propices aujourd'hui pour rendre compte de ce qui et qui est à l'ère du temps, parce qu'il y a des tentatives à l'étranger. Voilà, beaucoup d'auteurs ont parlé des services secrets, ont parlé justement de cette violence dans le monde, des conflits qui unissent quelque part l'humanité dans la violence ou dans les guerres. Donc il y a énormément de livres qui sont sortis dans le même sillage et donc il est vraiment dans l'air du temps, hein, même s'il parle d'une époque postérieure. Oui, et antérieure, pardon. Oui, et nous sommes convaincus que quantité d'auteurs, et donc je suis ravie de savoir que beaucoup, enfin en tout cas que certains creusent ce sillon-là. Nous sommes convaincus que c'est un genre qui aujourd'hui en Algérie dont les auteurs devraient s'emparer pour précisément pour restituer une réalité qui est souvent source de désarroi, d'anxiété et comment dire, se déjouer, conjurer cette fameuse fatalité dont parlait Adlane, à savoir qu'on attend de l'écrivain algérien qu'il dise tout. On attend qu'il propose le roman total, qui va rendre compte de tout, qui va expliquer pourquoi on en est arrivé là, et qui doit prendre en charge la totalité de ce que les sciences sociales devraient... Oui. Non. C'est une lucarne. Et c'est une lucarne, une brèche par laquelle on peut accéder, un réel restitué, qui ne doit pas être déconsidéré, parce que c'est souvent un genre qui est un peu déconsidéré et qui peut-être rend compte de manière encore plus juste du désarroi que nous vivons tous et de la société. En tout cas, algérienne. 1994, c'est aussi, conserve tous les ingrédients d'un vrai polar, c'est-à-dire le suspense, l'intrigue, il y a cet internement, il y a comment dire, il y a de la douleur, il y a des secrets, il y a des mystères qu'il faut résoudre. Et ce sont ces mêmes ingrédients qui ont été utilisés par vous, Zerarga, donc dans l'ouvrage que vous avez sorti cette année et qui a eu cette consécration, Meurtre scientifique aussi, c'est sur cette trame qu'il a été construit. Donc il y a de la trahison, il y a de la vengeance, il y a tous ces ingrédients qui font qu'un polar soit suivi avec haleine, comme ça, sa tenue en haleine. Oui, justement, un polar, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de trahison. Il ne peut être un polar, parce que le mystère, c'est lui qui j'ai construit justement toute la trame de mon récit autour justement de la trahison, de la passion, surtout de l'amour de l'argent, parce que j'ai parlé du milieu repos de la police, et je me suis posé la question s'ils vont s'allier avec les repos de la science, donc ils vont donner certainement des conséquences qui vont être que graves sur la société. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la noblesse de la science qui est mise en danger, mise à l'épreuve dans votre ouvrage. Oui, mais où en est la conscience. Mais loin de la théorie des complots, puisque je ne suis pas partisan. Donc, mais je sais pas, j'imagine que justement le pouvoir technologique et scientifique entre des mains maléfiques. Oui. Qu'adviendra-t-il de l'humain? Oui. Je me pose la question justement, puisque la criminalité, la violence comme il a dit M. Adlane,
font partie de la vie de tous les jours. Donc, c'est une manière peut-être de tirer une sonnette d'alarme pour dire que l'humain doit revoir peut-être ses coupés pour faire face à cette violence Oui. de tous les jours. La violence de tous les jours, mais aussi la dépendance à la technologie, parce que vous mettez en avant aussi cet aspect. L'humain est un peu prisonnier de cette technologie qui nous force à nous positionner, qui nous force à suivre, à être aliénés d'une manière ou d'une autre. Oui, justement, il y a trop de dépendance actuellement de l'intelligence artificielle ou bien de la technologie de pointe. Justement, dans le roman de Jacques Attali, il parle justement de l'intelligence artificielle qui commet un crime presque scientifique. Donc, il sépare un drone, et le drone lui-même, il devient autonome et il a commis lui-même. En quelque sorte, c'est la technologie qui va commander l'être humain. Donc, est-ce qu'on va arriver à cela? Donc, dans le domaine de la science et de la technologie, surtout avec la pandémie et les polémiques autour de ses origines, il y a beaucoup de rumeurs colportées donc, quant à l'orchestration délibérée de cette pandémie. Donc, je me pose la question. Et c'est encore tout frais, c'est-à-dire que vous n'avez pas le recul comme Madeleine a eu quelques années pour peut-être réfléchir, faire ses recherches, enquêter, retrouver des traces. Vous êtes vraiment au cœur de la pandémie et vous nous proposez cet ouvrage. Oui, Selma, vous Non, j'ai voulez une dire question. En fait, oui. j'ai une question très triviale, pardon, mais est-ce que vous le situez ce roman ici en Algérie ou c'est vous le... Non, justement, j'ai pas précisé de lieu. Je le situe un peu partout au monde. Donc, il peut s'appliquer à n'importe quel contrée du monde, n'importe quel. Bon, je parle de capitale, donc toute capitale, puisque c'est à la capitale que les choses. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Toutes les capitales se ressemblent face à la pandémie. Ouais, justement. Oui. Mais j'ai pas précisé le lieu exact du pays, donc il est applicable à toutes les contrées. D'accord, mais pourquoi le choix du polar? C'est-à-dire, ça aurait pu... Justement, puisque moi j'ai pensé qu'à un moment qu'il y a quelque part, il y a la science qui est détournée. Donc j'ai pensé que le genre qui convient le mieux, ça sera un polar. Donc comme ça, par intuition peut-être. Mais c'est ma première expérience dans ce genre littéraire. Mais les polars lus et les séries télévision policières que j'ai vues m'ont vraiment beaucoup aidé pour finaliser ce projet, donc ce livre. Oui, contrairement à Adèle me dit, vous avez fait des études techniques qui n'ont rien à voir avec la littérature. Donc là, vous gérez carrément un bureau d'études techniques. J'interviens dans le domaine. Et là, c'est vraiment une passion. L'écriture est une passion qui se révèle à vous depuis quelques années seulement. Oui, c'est une passion qui courait en moi depuis peut-être quelques années, mais j'ai passé à l'écriture, à l'acte d'écrire à partir de 2017, où j'ai édité un premier ouvrage. Oui. Mais avant, j'ai contribué avec quelques articles que j'ai signés dans la presse électronique. Mais l'écriture littéraire proprement dite, je l'ai commencé à partir de 2017. 2017 avec le roman Le Montagnard au grand nez. C'est assez sympathique. On se disait que c'était un très joli titre et qui était très évocateur en effet, en tout cas qui donnait envie de... Et donc, justement, à chaque fois, je tire mes fictions du réel. Donc, le montagnard au grand nez parle des montagnards, justement, qui débarquent dans des villes pour y travailler. Donc, et je parle aussi des difficultés qu'ils rencontrent à s'intégrer dans la ville, à être peut-être acceptés ou pas. Oui. Donc,
J'imagine un petit peu. Vous êtes venu directement de Béjaïa aujourd'hui. Vous êtes natif de cette belle ville Oui, je de suis Béjaïa. natif exactement de Kharata, donc à 60 km à l'est de Béjaïa. Ouais, de belles gorges de Kharata. Et vous avez aussi commis un autre roman, Exil, Amour et Destin, en 2018. C'est aussi en français. Oui, j'ai édité un roman, Exil, Amour et Destin. Justement, il parle de l'exil et des souffrances, des nostalgies qu'il provoque. Et les souffrances qu'il engendre chez nos aînés qui ont peut-être été contraints à quitter le pays et qui ont la nostalgie de revenir. Et d'ailleurs, je me suis inspiré aussi d'un fait presque réel, puisqu'il y avait un immigré qui est revenu après 60, je crois 54 ans d'exil. Il est revenu au pays, donc il commence à redécouvrir son propre pays. Vous êtes poète également, donc auteur d'Hymne, le premier recueil de poésie édité en 2019, il est tout frais. Et encore plus frais, votre poème sur le vaccin. Exact. Parce que c'est votre dernier poème, vous l'avez intitulé ainsi, Vaccin, et ça m'a interpellé, c'était marrant. Ouais. Voilà, vous êtes toujours, vous suivez de très près. Justement, un écrivain, normalement, il reflète le réel de sa société. Il est influencé par la mosaïque de son existence, du milieu où il évolue. Donc, à chaque fois, on est interpellé, peut-être comme il a dit M. Adlan, par ce qui se passe dans notre société ou ailleurs. Oui, tout à fait. En tout cas, merci de pouvoir nous permettre de parler de ce genre littéraire qui est le roman policier. Adel Mehdi, vous devenez expert de ce genre littéraire parce que vous n'en êtes pas à votre premier ouvrage. Vous avez déjà opté pour ce genre littéraire auparavant à travers... En fait, la question est est-ce que c'est moi qui l'ai adopté ou est-ce que c'est lui qui s'est imposé? Parce que, comme je pensais tout à l'heure à la nouvelle littérature, parce que vous parliez du roman noir comme étant un roman qui est dans l'air du temps, je pensais au narco-roman, par exemple, au Mexique, où vraiment les écrivains mexicains ont commencé tout simplement à raconter l'histoire des narcos et de la drogue et de ce qui se passait dans leur village, mais c'est devenu par la force des romans noirs et des romans policiers. Ils n'ont pas prémédité la forme, mais c'est la forme qui est venue après. Donc il y a certaines obsessions, il y a certaines choses qui sont profondes chez l'écrivain qui veulent sortir et qui peuvent sortir que dans cette forme-là. Si moi je m'intéresse par exemple dans les trois romans au monde des services secrets, du terrorisme, de la politique, de Alger by Night, etc. Je sais que je vais aller vers, non pas peut-être le genre du polar, mais emprunter les genres du polar et de voir est-ce que ce genre-là va aller jusqu'au bout. Parce que c'est quoi un roman policier? C'est un crime, une enquête et ensuite une sanction. Oui. Est-ce que c'est toujours dans le même sens? Parce que quand on les applique dans certaines situations de crise, ça ne marche pas toujours comme ça. Des fois, on ne trouve pas le criminel. Des fois, c'est le criminel lui-même qui est l'enquêteur. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir que les codes du roman policier peuvent être malmenés dans des situations de crise. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans le roman policier. Les valeurs aussi peuvent être bouleversées, comme dans votre ouvrage. Il y a cet ancien militant qui, lui, va couvrir carrément une vérité pour sauver son fils. Et donc, on est dans l'impunité, on est dans l'abus de pouvoir, ce sont des non-dits. Ce sont des non-dits, c'est un peu comme les narcos que vous décrivez à travers l'expérience mexicaine. C'est-à-dire quand on va vers le non-dit, on peut aussi révéler des choses au lectorat qui sont déjà dans le questionnement, dans l'imaginaire collectif. Oui, mais sans jugement. C'est ça, voilà. C'est ça ce que le luxe de la littérature
La puissance de la littérature, c'est qu'elle nous sort de l'idéologie et du jugement. Et ce dont on a besoin, nous, et ce dont pour lequel, par exemple, pour revenir à Barzakh et au travail autour de la littérature, c'est d'essayer de revenir à quelque chose qui est très fondamental, c'est l'imaginaire. Oui. C'est le retour à l'esthétique des mots, à toute cette poésie qui est dans la littérature, qui est dans la photographie, qui est dans l'architecture, qui est partout, qui non seulement, elle ne joue pas seulement un rôle esthétique, mais elle nous enracine dans notre terroir, elle nous enracine dans notre terre, dans notre culture, elle nous donne un repère par rapport à notre histoire. Et c'est ça ce que la littérature permet, qu'elle soit de l'ordre du roman policier ou de la poésie ou des livres sur l'architecture. Et elle nous permet aussi d'être dans ce monde-là et de ne pas être seulement des produits de la consommation mondialisée qui est là, alors que nous avons une richesse, nous avons un patrimoine. Et pour revenir aux 20 ans des éditions Barzakh, moi quand je vois ce matin avant de venir, j'ai ouvert le site internet et j'ai regardé un peu le nom de tous les auteurs. J'ai parcouru comme ça de manière linéaire pour voir les différents ouvrages qui sont sortis. J'ai fait comme vous et c'est magnifique. On sent qu'il y a non seulement un ancrage dans le maintenant, on sent qu'il y a une convocation de l'histoire et du patrimoine, on sent qu'il y a un appel vers l'avenir parce qu'on sent qu'il y a des nouvelles, il y a des auteurs qui ont existé il y a 15 ans, 10 ans, qui sont maintenant sur d'autres sillons, qui sont en arabe ou en français. Donc on a déjà une préfiguration d'une scène culturelle et réelle. Et c'est ça ce que la littérature permet en fait, c'est de nous sortir du bruit que fait autour de nous la politique politicienne, le bruit de la consommation. Il y a quelque chose qui est là. Ça a dû vous demander un effort. Il y a un livre de Mohamed Dib qui est là, il est posé, on en parlait ce matin. Oui. Et si on commence à en parler et on a les larmes aux yeux, c'est ça. Pour nous, c'est ça. D'imaginer, on en parlait ce matin, Mohamed Dib dans ce patio, gamin, assis à Saint-Meïda, en train d'écrire, c'est en même temps cet enfant et c'est en même temps l'univers. Oui. Rien que ça, et d'offrir ça et de le partager avec d'autres lecteurs et de l'inscrire dans une temporalité qui va après, parce que le livre est sorti aujourd'hui en pleine pandémie, mais il aura une vie dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et on pensera toujours dans un siècle, dans 2 siècles, vous imaginez, on pensera toujours à ce petit Dib sur sa petite Maïda dans le patio. C'est ça qui est grandiose aussi. Voilà, qui a eu accès, depuis sa petite Maïda, il a eu un cheminement fabuleux, un fabuleux destin d'écrivain qui l'a mené à l'universalité, à être reconnu à travers le monde entier, et ça c'est quelque chose. En tout cas, ça vous a valu beaucoup d'efforts certainement pour sortir justement de votre enveloppe de journaliste, vous qui suiviez l'actualité de voilà toute chaude, toute fraîche. Oui, il faut en fait. Vous subissez en qualité de journaliste tout cela, et ça a dû vous demander énormément d'efforts pour être dans cette neutralité quelque part. C'est une question sur laquelle j'ai eu beaucoup de mal à répondre, parce que c'est vrai que c'est pas deux personnalités. Il n'y a pas un Adlam des journalistes et un Adlam des... Il y a Adlam Di qui fait du journalisme et qui écrit. Après, la formule, j'ai trouvé récemment, en fait, il faut tricher. Il faut que Adlam Di l'écrivain triche avec Adlam Di le journaliste. Parce que le journaliste est très jaloux de ce qu'il fait et l'écrivain aussi. Et donc de temps en temps, à un moment où le journaliste a le dos tourné, l'écrivain vient et prend de la matière, prend Voilà, moi en tant que journaliste, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient impliquées soit dans la lutte antiterroriste ou des repentis. J'ai eu l'occasion de rencontrer des repentis ou d'autres. Donc toute cette documentation qui est là, cette matière qui est là, entre guillemets, a été accessible à l'écrivain. Donc l'écrivain a pu piller un peu le journaliste qui tournait un peu le dos. Et il faut vraiment qu'ils ne se rencontrent pas. Mais en même temps, ils peuvent travailler ensemble. Mais ce n'est pas du tout le même univers, ce n'est
pas du tout la même temporalité ni la même écriture. Et grâce justement au travail d'accompagnement de l'éditeur, parce qu'il y a un travail énorme qui a été fait sur les 3 livres, sur 1994. On a passé quand même des mois d'aller-retour, de travail non seulement de correction, mais pas de réorientation, mais d'essayer de trouver le ton juste et de soigner la charpente, si on peut dire les choses comme ça. Et là, je dois dire que, voilà, le grand travail de Barzakh a été ça, a été un accompagnement amical. Souvent, je me faisais engueuler, et tant mieux, voilà. C'est le travail de l'éditeur. Et ça a été un travail qui va au-delà de l'écriture, parce que ça... En fait, ça tisse des liens très forts, très solides. Barzakh, je pense que c'est plus un concept qu'une maison d'édition, parce que on édite des amis, on devient amis de ces écrivains, et c'est formidable. Pas trop toujours. Pas trop toujours. Après, on se rend compte aussi une neutralité. On se rend compte aussi qu'il faut peut-être, qu'il y a parfois un mélange des genres qui peut être toxique pour les deux, en fait. Absolument. Il y a des enchevêtrements, des champs de recouvrement qui sont peut-être pas souhaitables, et que parfois il vaut mieux avoir peut-être même une espèce de quant à soi. Mais non, oui, peut-être que ce que je retiens, c'est ça, l'idée que si peut-être on a réussi à tenir aussi longtemps, alors que oui, 20 ans, c'est quand même, ça demande de l'endurance. Si on a pu non seulement tenir, mais progresser, c'est peut-être parce que assez vite, avec Sofiane Hadjadj, on s'est fixé, peut-être tacitement d'abord et de plus en plus explicitement ensuite, on s'est fixé pour objectif de maintenir une barre, de maintenir la barre, enfin, et de chaque fois peut-être même la relever, d'être dans un niveau d'exigence extrême, avec une conscience aiguë de ce que cela demandait en termes d'effort et d'accompagnement du texte. Et peut-être que c'est aussi ce qui explique la raison pour laquelle certains, et de plus en plus de nos textes, des textes que nous éditons, passent la frontière et sont repris par des maisons d'édition étrangères, que ce soit en France, en Italie ou aux États-Unis. C'est que au final, le texte proposé a fait l'objet d'un tel travail, d'une telle collaboration, sans concession, dans le style, dans la construction, etc., et dans un pacte vraiment explicite avec l'auteur, que oui, du coup, ça répond au canon, ça se défend, si vous voulez, ça se défend à tous les niveaux. Et je n'insisterai jamais assez sur l'importance de postes qui sont parfois complètement oubliés, de postes comme ceux de correcteurs, et le nombre d'allers-retours, comme le disait Adlène, le nombre de navettes où on conteste, et ça, c'est très laborieux, c'est très fastidieux, ça peut agacer parfois. Certains auteurs ne le comprennent pas. On disait souvent qu'on avait parfois affaire au départ à des auteurs qui prenaient l'éditeur pour un simple imprimeur. Mais non, l'éditeur est quelqu'un qui apporte un accompagnement. Un regard, je dirais même. Oui, un regard sur le fond, sur la forme. Et je pense que c'est parce que nous n'avons jamais sacrifié ces principes-là que nous avons peut-être réussi à tenir aussi longtemps, d'une part, et à pouvoir être relayés dans le monde avec certains auteurs. Pour ceux qui viendraient peut-être de nous rejoindre, je rappelle que c'est l'anniversaire. 2020 marque les 20 ans des éditions Barzakh. Les 10 ans d'édition Barzakh vous ont valu un grand prix pour la culture et le développement, reçu de la part de la reine des Pays-Bas. C'était au Palais Royal d'Amsterdam. C'était vraiment un grand moment, un moment fort, j'imagine. Ça l'était. On avait en plus on était accompagnés de quelques amis auteurs. Il y avait, je me souviens, Malak Aloula, feu Malak Aloula. Il y avait Maïssa Bey, Nourdine Saadi, feu Nourdine Saadi, Sid Ahmed Semian. Quelques amis chers. On avait eu je sais plus trop comment ça avait été possible, mais en tout cas c'était possible. Et oui. Et puis, une distinction venant d'un petit pays dont nous connaissions
presque à peine l'existence, enfin auquel nous nous étions en tout cas si peu intéressés. Et pas anodin, Pays-Bas, culture protestante, ils viennent à vous sans préjugés d'une part et sans conditions. Autrement dit, on a mené notre enquête, on a constaté que vous étiez un acteur culturel d'importance. On vous remet cette distinction qui n'est pas simplement symbolique, mais qui est conséquente en termes financiers. Et on n'en demande pas plus, ce qui est très rare. Parce que sinon, vous êtes souvent, quand vous obtenez des soutiens, des gratifications, des distinctions, il y a quand même toujours quelque part, de manière sous-entendue, une contrepartie. On attend de vous que vous rendiez des comptes, on attend de vous que vous soyez dans une forme d'allégeance. Eh bien là, non. Ils nous ont remis ça et ils nous ont tourné le dos en nous disant bonne chance et on vous fait confiance. C'est extrêmement appréciable en ces temps où la géopolitique est parfois interaminée, enfin parfois. Absolument, absolument. Merci infiniment, Selma Hellel, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce 20e anniversaire des éditions Barzakh. Vous avez donc pour ces 20 ans de Barzakh un deuxième ouvrage à présenter. Et ça me permettra de faire une dernière remarque par rapport à 1994. Très rapidement, un ouvrage qui existe, qui était dans les tuyaux depuis quelque temps déjà, en coédition. Là, ce n'est pas notre proposition, c'est les éditions Macula, des éditions franco-suisses, qui avaient décidé de consacrer un ouvrage à François Pouillon, l'architecte, qui a laissé des traces imposantes dans notre pays. Et donc, c'est un ouvrage qui est à la lisière de l'ouvrage d'art contemporain. En fait, ce sont des photos prises par Léo Fabrizio, qui est un architecte à l'origine, photographe d'architecture et habité par Pouillon et l'œuvre de Pouillon, et Daphné Bengoa. Et il y a aussi un texte de Kauthar Hadimi à la fin, très bien tourné, très contemporain, on va dire. Et donc, c'est un ouvrage qui s'adresse peut-être un peu moins au grand public, qui est très beau et dont nous espérons qu'il intéressera les initiés et peut-être un peu... En tout cas, on l'espère vivement. On espère aussi que les téléspectateurs d'aujourd'hui vont s'intéresser au livre de notre ami Zoubir Zerarga. Donc, rappelons que ça s'intitule, voilà, j'y arrive, Meurtre scientifique, et vous avez reçu pour cela le premier prix de la journée consacrée aux manuscrits francophones. C'est ça, oui. Voilà. Donc, pour qui s'intéresse, donc actuellement, il n'est pas disponible en Algérie, malheureusement. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore d'éditeur. En France, donc, il faut le commander par soit la FNAC ou bien de contacter directement l'éditeur. Sur les plateformes d'Amazon. Vous pouvez le dire, l'éditeur, justement, peut-être C'est les éditions du net. Les éditions du net, voilà, tout à fait. En France. Donc, mais c'est ça. Donc, il faut le commander par Internet. Sinon, j'attends qu'il soit publié. Ici en Algérie, c'est... oui, espérons que le projet mûrisse et que vous ayez un partenaire solide pour les prochains ouvrages, pourquoi pas, et celui-ci, pour que le lectorat algérien puisse découvrir. L'éditeur, il doit faire un travail d'accompagnement, justement. Absolument. Sinon, l'ouvrage, peut-être qu'il va mourir. Il n'y a pas un accompagnement efficace. D'ailleurs, lors de la publication de mon premier roman, j'étais un petit peu confronté à ce problème de distribution. J'étais obligé de me balader avec des livres et de passer par des librairies. Ou bien, heureusement, dans la région, on a beaucoup de cafés littéraires qui activent. Et justement, je tiens à rendre un grand hommage à leurs animateurs, et particulièrement ceux d'Ouqas qui font un grand travail et qui activent dans le domaine de la culture. Donc, on était obligé de partir voir les libraires pour vendre, pour déposer. Carrément faire du porte-à-porte. Bravo, c'est tout à votre honneur en tout cas. Enfin, si je peux vous rassurer, les éditeurs avec leurs auteurs en sont aussi là. Le maillage du réseau de distribution est tellement défaillant qu'il faut le réparer par de la démarche individuelle. Et Adlen, entre autres, on pourra se souvenir d'un des cafés littéraires à Tazmalt, où on transporte les livres dans le coffre de la voiture. Exactement. On fait l'aller-retour dans la journée en voiture. C'est assez tragique, et en même temps, ça permet de se confronter
aux forces vives d'une société civile. Oui. Salma Hellel, donc votre expérience dans Barzakh Édition a apporté son lot justement d'apprentissage, je dirais, de difficultés, mais aussi de joie et de grands moments de partage, notamment avec Adlan Mehdi. Merci d'avoir été avec nous pour revisiter un petit peu brièvement, je dirais, 1994, cet ouvrage qui vous a valu le coup de cœur escale littéraire d'Alger en 2018 et le prix Transfuge du meilleur polar francophone en 2018 et qui raconte aussi un peu comme Pouillon l'aurait fait justement l'architecte, pas comme Pouillon, comme un beau livre aurait pu faire tous ces quartiers de votre quartier d'enfance, Al-Harrach, vous le décrivez si bien dans ce polar et bravo donc pour tout ceci. Merci encore une fois d'avoir été avec nous dans Carré d'Art. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Voilà, Carré d'Art vous retrouvera mesdames, messieurs la semaine prochaine avec d'autres invités et une autre thématique. Jusque-là, passez une excellente fin de journée avec la suite de nos programmes. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.